Kobeta koni pasi soki nakati koteka pasi. Bonjour, Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, c'est le retour aux sources africaines, le chemin de la Renaissance africaine, quel est-il? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. C'est ici que nous mettons en lumière, les valeurs de chez nous. Aujourd'hui, nous recevons un professeur pas comme les autres, c'est un professeur écrivain, d'où ce titre. Plein feu sur le professeur écrivain Jean-Bernard Kwambon. Voilà, donc pour la petite histoire, la 4e de cours va nous servir de guide. Jean-Bernard Kwambon est de nationalité congolaise. Professeur émérite, il est titulaire de la chaire de cancérologie médicale de la faculté des sciences de la santé de l'université Marion Ngouabi au Congo. Il est par ailleurs directeur du diplôme d'études spéciales de cancérologie médicale à la faculté des sciences de la santé de l'université Marion Ngouabi et chef de service de cancérologie médicale au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. En tout cas, aujourd'hui, on ne parle pas de l'homme des sciences, du professeur, du médecin, mais nous parlons de l'écrivain caché en lui, parce que ça a été une agréable surprise pour nous autres de savoir qu'il est écrivain pour avoir écrit déjà 3 livres, et ça, ce n'est pas donné. Alors, je ne serai pas seul, je suis avec Arnette Eyala. Arnette, bonjour. Bonjour Alexis. Romy Kokilas, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez, professeur? Très bien. Prêt pour le combat? Oh, les combats. Parce que nous avons en face de vous 3 poids lourds de journalistes. Nous sommes habitués à gérer les combats. Voilà, pour décrypter l'écrivain caché en vous. Alors, c'est parti pour 3 livres. Le tout premier, par ordre certainement, c'est le Carabin que vous avez écrit en premier. Tout à fait. Très bien. Et suivi du parcours, le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Lindoubil, oui. Lindoubil. Et enfin, le Covid-19 et moi. C'est ça. Très bien, c'est sous cet ordre-là, en suivant cet ordre-là, d'inspiration de notre invité, professeur de son état, que nous allons donc décrypter tout ça. Donc, on commence par le Carabin, l'oncologue, donc c'est moi qui ouvre le bal pour vous, mesdames et messieurs. 10 minutes avec le professeur. Alors, professeur, s'il vous était donné de nous dire déjà c'est quoi le Carabin, sinon l'oncologue. Alors, le Carabin, c'est l'étudiant en médecine. Ah. Et l'oncologue, c'est le cancérologue. Ah, c'est ça. On dit oncologue, on dit cancérologue, on dit carcinologue, c'est la même chose. Très bien. Voilà. Et lorsque vous dites le Carabin, l'oncologue, le Carabin, virgule, l'oncologue, vous avez mis un trait d'union entre l'étudiant en médecine que vous étiez et le cancérologue que vous êtes devenu. Tout à fait. C'est ça qui a marqué votre parcours. Très bien, donc le commencement et la fin. Et quelque part, il a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, professeur, le temps est contre nous, mais je profite énormément des 10 minutes qui me sont données ici pour vous poser la première question. Dès qu'on ouvre le livre, on constate, sinon on va constater avec les téléspectateurs, je vais leur lire quelque chose, mais on constate que vous êtes en train d'attendre la proclamation du bac à l'époque. Dites-nous, c'était déjà quand? C'était quelle ambiance déjà? Alors, j'ai passé le baccalauréat en 77. Il se fait que c'est le bac de M. Yombi Opango. Ah, à l'époque, c'est le président Ngouabi venait de mourir. Yombi Opango. Yombi Opango est le patron du CMP et c'était le bac de la rigueur. Donc, nous étions tenus à passer cet examen-là dans des circonstances assez difficiles. Ngouabi venait de mourir, le pays connaissait des soubresauts, mais l'école était ouverte, donc on a passé le bac pendant cette période-là. Et donc vous attendiez la proclamation des résultats. On note déjà que vous ne craignez rien, vous étiez sûr de vous. D'où ça vient cette sûreté, cette assurance? Bon, c'est pas prétentieux que de dire que je suis quand même un très bon élève. Ah, ça se voit, professeur. Donc, à partir du moment où on s'était préparé, il n'y a pas de raison de paniquer à l'issue des résultats. Donc, je savais que j'allais m'admettre au baccalauréat, donc pour moi, ce n'était pas un problème.
Vous laissez transpirer dans le livre que non seulement vous étiez un très bon élève, mais aussi un turbulent. Hein. Vous en avez fait voir de toutes les couleurs aux surveillants. Ah oui, tout à fait. Mais vous allez retrouver ça dans le deuxième livre que j'ai écrit, Nobile. Oui, mais vous savez, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans et demi. Il se fait que, pendant que je déprimais, le directeur de l'école de Pototo n'avait pas compris que j'étais un enfant en souffrance. Donc j'avais été renvoyé. Donc je suis renvoyé dans l'école de Pototo, on reviendra sur ce livre-là. Et voilà que je rentre dans la vie des adultes, alors que je ne suis qu'enfant. Mais là, il fallait se battre, c'était... À Potopoto, c'était compliqué. Mais il n'y a pas meilleur environnement que Potopoto à Brazzaville. Ah ouais. Voilà. Mais donc, la bagarre, c'était notre pain quotidien, hein, avec les grands frères. Et on remettait ça tous les jours. Hein, jusqu'à ce que le grand frère dise lui-même, ok, maintenant ça suffit, tu as gagné. C'est ça, Potopoto. Donc, oui, turbulent, je suis un enfant turbulent, oui. Mais qui, heureusement, aura comme ça là réussi. Confortablement assis, dit le professeur sur la pelouse du lycée Chaminade, en face de la direction. Un matin de juin 1977, nous attendions fébrilement les résultats du baccalauréat qui venaient d'avoir lieu quelques jours auparavant. Professeur, on a visité, on a été faire un tour, vous nous avez restitué la belle époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le baccalauréat, ça signifie encore la même chose, ça a la même puissance, la même teneur, vous donnez encore le même prestige qu'autrefois à cet examen, par les temps qui courent? Je ne sais pas. J'ai la faiblesse de penser que les choses ont beaucoup changé. Partout dans le bon sens. Je crois que le niveau a constamment baissé. Mais il nous revient à nous, hein, les enseignants, de le relever. Parce qu'on a tous les outils modernes aujourd'hui pour que les niveaux soient meilleurs que les nôtres. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paresse. Déjà, les enseignants eux-mêmes, ils sont un peu paresseux. Vous voyez. Mais c'est le devoir du ministère de l'enseignement, hein, de relever les niveaux des enseignants. Et par ricochet le niveau des élèves. Alors c'est très bien, mais nous savons très bien que ça déplore dans le quartier tout ça. Le professeur met des gants pour en parler, évite on dirait de frustrer les uns les autres, mais on dirait bien que comme nous entendions autrefois, c'était autrefois, aujourd'hui, tout a changé négativement parce que professeur, vous ne refuserez pas que vous reconnaîtrez certainement que à votre époque, l'enfant s'admettait à l'examen, il avait le niveau. Mais aujourd'hui, quand bien même on est admis à un examen comme ça, le bac, mais on vous dit, même en troisième année, on est nul. C'est vrai, on le dit assez souvent, mais il nous revient à nous, les enseignants, de tout faire, de relever le niveau de l'éducation nationale. Ce que l'inspecteur Gérard Koué, paix à son âme, disait, il faut une pédagogie curative, n'est-ce pas? Oui, je crois. Très bien, on va revenir sur ça, professeur, parce que, d'ailleurs, avant que je continue, vous avez ici soulevé une situation très importante. Les enseignants, sinon les surveillants, ne savaient pas que vous étiez un enfant en souffrance. Et on sait que par les temps qui courent, ça continue cette problématique-là, où les enseignants, les surveillants, les responsables au niveau de l'école sont en présence d'enfants qui certainement sont en souffrance, donc beaucoup de grandes souffrances, mais n'en tiennent pas compte, et puis c'est la chicotte, et puis on crée le scandale, et puis les enfants sont obligés de décrocher. De décrocher, voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous ne constatez pas que ça s'est empiré, cette situation-là? Non, aujourd'hui il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de misère sociale. Ah. Quand je vois le phénomène des bébés noirs, il y a un soubassement. Le soubassement est forcément la misère sociale. Ah. Vous savez, si vous avez des parents qui sont au chômage, vous n'avez rien à manger à la maison. C'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Encore que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Potopoto, on mangeait chez les uns et les autres sans discrimination. Donc si vous n'avez pas les parents, vous n'avez pas les parents qui sont capables de vous nourrir, de vous élever, mais vous pouvez mal tourner. Vous voyez? Moi, je crois que les bébés noirs, c'est un peu ça. Encore que je ne dis pas que c'est bien. Hein? Ce sont des comportements affreux, puisqu'ils tuent les gens. Mais il y a un socle à ça. Hein, le socle, pour moi, c'est la misère sociale. Très bien. Page 11, mesdames et messieurs, dans le chapitre orientation, c'est vrai que même dans l'introduction là-bas, il y a à boire et à manger, on vous épargne ça, d'autant plus qu'on n'a que très peu de temps. J'ai toujours rêvé, dit le professeur écrivain, travailler tôt pour aider ma mère à élever mes frères et sœurs. Mais à chaque fois, elle s'y était toujours montrée réticente, me poussant vers de longues études que je ne jugeais à l'époque
pas nécessaire. Vous parlez beaucoup de votre mère. Quelle place elle occupe ou bien quel commentaire faites-vous quand vous entendez lire ce passage? Oui, quand vous évoquez ma mère, je suis très ému. Ah. C'est la personne essentielle qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. C'est vrai qu'on reviendra quand on abordera le deuxième livre. Elle m'a tout donné. Je crois qu'elle a même sacrifié mes frères et sœurs pour tout donner en Kwambon. Moi, je suis né d'une famille de 8 enfants. Je suis le seul à avoir fait des très très grandes études. Et ça, je le dois à ma maman. Elle a toujours été présente. Voilà. Et vous avez tout expliqué dans ce livre. Mais professeur, on ne va pas poser une autre question sans passer par celle-ci. Visiblement, vous ignorez votre père ou bien il n'a été pour rien dans votre parcours ou bien qu'est-ce qui se passe? Maman, oui, elle est le personnage central, mais papa? Mon papa, je ne l'ai pas beaucoup connu. Ah. Quand il est mort, mon père est mort en 1966. Mon père est mort le 27 mai 1966, à l'hôpital général. Donc j'avais 7 ans et demi. 7 ans et demi, vous vous en êtes à peine rendu compte. Oui, mais je garde des souvenirs. Quand même, vous avez dans l'idée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, professeur, on aime aussi votre honnêteté, on ne sait pas si honnêteté intellectuelle, vous reconnaissez même le fait que vous partez d'une famille pauvre, que vous n'êtes pas né avec une cuillère dorée dans la bouche. Pourquoi vous dites franchement les choses comme ça? Vous appelez chien par chien et chat par chat. Mais écoutez, à Poto-Poto, on nous apprend à ne pas tricher avec soi. Ah. Voilà, Poto-Poto, c'est une école du cash. À Poto-Poto, on n'est pas tricheur. À Poto-Poto, on n'est pas envieux. À Poto-Poto, on se contente de ce que l'on a. Mais on se bat pour l'excellence. C'est ça, Poto-Poto. Parce que Poto-Poto, c'est une école qui nous donne des outils, des armes pour que nous élevons. Voilà. L'école de peinture de Poto-Poto, devenue célèbre à travers le monde, ça fait honneur à votre quartier. Mais est-ce que vous pensez que Poto-Poto actuellement, c'est encore le Poto-Poto que vous aviez vécu, connu autrefois? Est-ce que les choses se font encore là-bas? Est-ce qu'il y a des leçons de vie comme vous avez pu vivre à votre époque? Poto-Poto a beaucoup changé. Négativement? Je ne dirais pas négativement, mais c'est une autre époque. Une autre époque. Quand vous allez à Poto-Poto aujourd'hui, vous retrouvez de moins en moins les natifs de Poto-Poto. Ah oui. Vous voyez les immeubles qui poussent comme des champignons. Des champignons. Bon, c'est merveilleux, même si c'est construit dans le désordre. Mais c'est ça, Poto-Poto. Aujourd'hui, c'est beaucoup de nos frères ouest-africains qui construisent là-bas. Et les natifs de Poto-Poto sont obligés d'aller vers les quartiers les plus éloignés de la ville de Brazzaville. Donc, ils sont à Manyanga, ils sont à Kombo, à Kintele. Donc, ils ont laissé Poto-Poto à nos amis ouest-africains. Alors, une minute, la dernière pour moi dans cette première partie de mon intervention. Professeur, quand nous lisons l'oncologue, quelque part, vous disiez que vous autres qui étudiez la médecine, là, vous autres, vous vous sentiez supérieur aux autres étudiants. Oui, parce que les études duraient quand même 7 ans. Moi, à l'INTA, à l'époque, c'était 6 ans. Alors que les autres s'arrêtaient à la licence. Pour les meilleurs, ils obtenaient des bourses pour aller en France. Donc nous nous croyons un peu supérieurs. C'était la prétention tout simplement. Je me souviens, la première année, lorsque je suis étudiant en médecine, on avait tous des mobylettes. On quittait la fac, habillé en blouse, le stéthoscope pour cours alors qu'on était en première année. Donc on donnait l'impression qu'on était déjà les médecins. Voilà. Mais ça a beaucoup changé. Mais c'était une belle époque. Une belle époque. Ouais. On aimerait bien revivre cette belle époque, mesdames et messieurs, malheureusement. Autre époque, autre mœurs, justement. Donc, point final sur les 10 minutes qui m'avaient été imparties comme ça là. Arnette et Yala, je vous aime beaucoup. Le professeur est à vous pour 10 minutes. D'accord, merci beaucoup Alexis. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et alors déjà, moi je vais commencer par faire une révélation lorsque je suis tombée sur ce livre-là. Voilà le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Alors quand je regarde le nom de l'écrivain, je vois Jean-Bernard Kwambon. Et pour plusieurs personnes ici ne le savent pas, moi aussi je m'appelle Mbon, c'est Mbon. Mais super. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours caché, Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Mais bon, nous revenons sur le livre, le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Alors, d'entrée de jeu, j'ai déjà envie de dire tout de suite qu'il n'y a pas de mauvais livres, il y a juste de mauvais lecteurs. Parce que, comme à la radio, je disais au professeur qu'en lisant ce livre, j'ai l'impression que j'étais là lorsqu'il était en train de grandir. Parce que ce livre parle vraiment
vraiment de la naissance jusqu'à l'obtention du baccalauréat du professeur en 1977, comme il a souligné en amont. C'est un livre qui a 277 pages et moi, franchement, je me suis régalée en lisant ce livre. Alors, 10 minutes en face du professeur. Avant de lire, je vais faire un grand résumé. Comme j'ai dit, c'est un livre qui parle du parcours du professeur et je tiens à souligner, il l'a dit aussi, c'était un enfant très brillant. Donc très brillant. Depuis l'école primaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, il l'a souligné ici en amont que pour lui, il n'y avait pas moyen d'échouer parce qu'il avait travaillé dur. Alors c'est un enfant qui arrive au monde une année après l'union de ses parents. Voilà le décès de papa qui va affecter ce jeune enfant. Malheureusement, le directeur ne se rend pas compte que cet enfant était en train de souffrir et il a été chassé de l'école. Et peu de temps après, il devient docker. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Très jeune, il a 7 ans, il devient le plus jeune docker au beach. Voilà. Donc, il est parmi les grands. C'est comme il a dit, il se battait avec les grandes personnes. Il savait toujours sortir sa tête du lot. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. De fabuleux, plutôt, j'allais dire. Alors, je vais lire un extrait ici. Quelque chose qui m'a marqué pour tous ceux qui nous regardent. Je préparais ma rentrée scolaire en vendant des ignames. Mon oncle avait passé des consignes à ses épouses pour que je me fasse un peu d'argent avant de repartir rejoindre mes parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune enfant, lorsqu'il avait 5 ans et demi, je crois par là, ses parents décident de l'envoyer au village, à Gamboma. Il n'était pas du tout au courant. Lui, il pensait qu'il partait juste pour des vacances. Alors que ses parents, vraiment, et tout le monde avait comploté pour l'envoyer au village. Et j'aime aussi cet enfant qui est très futé. Lorsqu'il arrive à Gamboma, il quitte Gamboma pour aller à Mbaya. Et à cet âge très jeune, il décide de fuguer. Alors qu'il n'a que 7 ans. Donc pour lui, il se dit, il mène un plan parce que pour lui, il n'y avait pas moyen qu'il vive là. Et lorsqu'il arrive là-bas, heureusement, Dieu sait faire les choses. Le jour où il décide de fuguer, c'est là qu'il rencontre sa grand-mère sur cette voie qui devait le reconduire à Gamboma et ensuite à Brazzaville. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vraiment très drôle et très futé à cet âge-là. Mais comment on peut penser à ça? Alors je vous ai ici devant moi, peut-être pour mieux expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque vous avez pris cette décision de partir de Mbaya, parce que Mbaya, Brazzaville, c'est long. Alors madame, vous me faites plaisir parce que là vous avez manifestement lu le livre. Exactement, je l'ai lu. Alors il se fait qu'en 64, je dois être scolarisé. Mon père était en admiration de son beau-frère, qui n'était rien d'autre que le mari de la grande sœur de ma mère. Il était agent de santé à Mbaya, lettré, alors que mon père était analphabète, à UNELCO, qui est devenu, par la suite SNE, maintenant on dit EKRC, tout ça. Bien. Donc mon père décide, avec ma maman, de m'envoyer là-bas, parce qu'ils ont estimé tous les deux que j'aurais peut-être une meilleure éducation là-bas. Mais on ne me le dit pas. Mais moi, je suis un leader, je suis un enfant leader à Porto-Porto. Donc, on a fait ma valise, on a mis des beaux vêtements, nous sommes allés prendre le bus Malonga Motoudi vers la grande école de Porto-Porto. Voilà que je me retrouve à Gamboma et Gamboma, Mbaya. Je croyais que je partais en vacances. J'arrive à Mbaya, c'était un environnement très glauque. Il fait noir, il n'y a pas les voitures, j'ai pas mes amis, je joue au football. Un jour, 2 jours, 3 jours, je dis non. Ça, c'est pas mon monde à moi. Il faut que je retourne à Brazzaville. Donc, je fugué. J'ai attendu que tout le monde soit parti au champ, parce que le beau-frère de mon papa avait 3 épouses. Lui-même était au travail. Et moi, j'ai pris le temps de quitter la maison. Me voilà en train d'arpenter la plaine de Mbaya pour aller vers Gamboma. Devant moi, il y avait des dames, mais qui n'avaient pas fait attention. Alors que j'étais un citadin, j'étais mieux habillé que les enfants du village. Donc on aurait pu prêter attention. Donc voilà que moi, j'étais dans leur pas. Et puis j'ai vu au loin une dame qui venait avec un panier au dos. J'ai vu qu'elle avait les mêmes traits que ma mère. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu es Jean-Bernard. J'ai dit oui. Moi, je suis la grand-mère. Mais où vas-tu? J'ai dit, mais je ne vais pas à Brazzaville. Elle s'est mise à pleurer. Comment ça, tu ne vas pas à Brazzaville? Je lui ai dit, je reste à Mbaya.
Moi, je ne suis pas un villageois, moi, je repars à Brazzaville. C'est quoi cette affaire-là? Voilà qu'elle m'a accompagné chez mon oncle. Et le lendemain, on m'a mis dans le bus. Je suis revenu à Brazzaville. Voilà. Toutes les affaires sont restées à Bayard. On me les a envoyées après. Voilà, donc l'extrait que je viens de lire, ça montre simplement avant que le professeur ne revienne sur Brazzaville, c'est là que voilà, il se met dans la vente des ignames. Et c'est voilà, c'est cette vente-là qui a permis de préparer voilà votre scolarité. Alors, la vente des ignames, c'est quand je partais en vacances à Gomoma. Oui. C'est-à-dire que j'ai été scolarisé ici, c'est un. Bon, on m'envoie en vacances pour apprendre à parler le Gongoulou. J'ai appris à parler le Gongoulou à Gomoma. CP2, je repars en vacances. Mais quand je pars en vacances, mais je suis les épouses de mon oncle dans les champs. Oui. Donc, on va labourer, je prends un peu d'igname, je mets dans le panier, je mets le panier au dos, et je vais les vendre sur la place du marché de Gomoma pour faire un peu d'argent pour venir à Brazzaville. Mais déjà, très tôt, j'avais déjà des techniques de vente. Ouais, techniques de vente des ignames. Technique de vente que j'avais apprise auprès de Tatabassa Boukida, parce qu'à Brazzaville, mon père avait un ami, Bakongo de Boko, il s'appelait Tatabassa Boukida. Je vendais son poisson salé au marché de Mongali. Oui. Donc, même là, j'avais déjà appris des techniques, mais j'étais en fait un enfant précoce. Voilà. Et j'ai été à l'école de la vie très tôt. Vous voyez, vous avez parlé enfant de Caire, oui. Quand j'étais renvoyé, il a fallu que je m'occupe. Et j'ai commencé à suivre les grands frères qui partaient au beach. Voilà comment je deviens un des premiers Bana Imbois. C'est comme ça qu'on nous appelait, Bana Imbois. Les Indoubil, Bayanke, Yagibiso. Voilà. C'est-à-dire que qui dit que Sakaïto, c'est comme ça qu'on était là. À Lausanne. Bayanke. Donc voilà, je suis rentré dans cet univers-là, un univers dur. Mais pourquoi? Parce que ma maman vendait les Ibembadouls au marché de Mongali. Comme elle n'a pas beaucoup d'argent, donc moi j'ai appris à aller acheter le carton de Madoula. Et je nageais, je contournais la douane pour qu'elle ne paie pas les taxes. Parce qu'en vendant un carton, c'est avec le bénéfice qu'elle nous nourrissait. Mais je me faisais tabasser par les douaniers. Ben voilà, j'ai tenu bon. Mais c'est une belle école de la vie. Une belle école de la vie, comme vous l'avez dit. Et donc, en lisant ce livre... Ok, d'accord, ça passe vite. Oui, oui. Donc, en lisant ce livre, moi, j'ai découvert que... Parce que moi, je n'étais pas encore née à cette époque où ça se passe. Que le lycée Chaminade, à un moment, était... ça s'appelait le lycée de Drapeau Rouge. Je découvre et j'ai dit vraiment, c'est bien. Puisque le temps est contre moi, je vais directement aller dans mes questions. En lisant cet ouvrage, j'ai remarqué que la plupart, sinon toutes les personnes gangoulou, voilà, les hommes, ils avaient 2, 3 épouses. Et quelque part, vous dites que le conseil que votre grand-père vous avait donné, c'est qu'un bon gangoulou doit avoir au minimum 2 femmes. Alors la question que je vous repose comme à la radio pour nos téléspectateurs, est-ce que vous, professeur, en tant que bon gangoulou, vous avez 2 femmes ou plus? Je suis marié à une femme. Pourquoi? Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je suis avec mon épouse depuis 37 ans. Donc ça me convient. Bon, c'est vrai que nous sommes les hommes. Hein. Je ne sais pas, de temps en temps, il y a peut-être des écarts de comportement, mais là n'est pas le problème. En tout cas, je suis marié à une dame qui m'a donné des grands garçons aujourd'hui. Que vous aimez beaucoup. Elle est médecin, hein, elle est chef de service de gériatrie en Belgique. Moi, j'ai quitté la Belgique pour venir m'occuper de ma maman. Donc, je n'ai pas vu mes enfants grandir hein, pour venir servir ce pays, mais je ne le regrette pas. Voilà. Alors, une avant-dernière question, monsieur Alexis. Lorsque je lis le livre, je me suis rendu compte qu'à un moment, vous avez obtenu un diplôme, je ne sais plus trop lequel. Lorsque vous êtes arrivé à la maison pour partager cette bonne nouvelle avec maman, vous n'avez pas reçu, une fois arrivé sur les lieux, maman était là pour cette bonne nouvelle, mais elle n'a pas su, comment dire, se réjouir avec vous. Oui. Et on comprend que parce que d'une part, maman aussi était, voilà, elle n'avait pas fait de grandes études. Est-ce que cela vous avait marqué? Le fait que maman ne se réjouisse pas avec vous, ne comprenne pas l'importance de ce diplôme que vous avez obtenu? Alors, il y a une anecdote. On est à Chaminade et je suis en 6e. En 6e, c'est l'UGEC. Hein. Et on avait des enfants de troupe qui venaient étudier à Chaminade. Et j'étais en admiration d'un grand frère, qu'à son âme, Bibalou du Congo, qui avait été lâchement assassiné à Dolisie. Et je deviens son secrétaire. Parce qu'il avait constaté que j'étais un élève turbulent. Donc il voulait un peu me dresser. Donc je suis devenu son secrétaire. C'est moi qui portais son sac. Donc le comportement de Pototo, j'ai amené à Chaminade. Hein, pour intimider les gens, parce qu'il fallait dominer les autres. Alors, il se fait que je suis mon élève.
Donc, à la fin de l'année, M. Cantalou proclame les résultats et moi, j'obtiens beaucoup de prix. Seulement, quand je viens à l'école, j'ai porté ce qu'on appelait vulgairement les mouches bata. J'ai pas beaucoup de vêtements, donc j'avais mis ma tenue, alors que les autres venaient avec les parents, dans des voitures, des papillons, ça. Mais quand on tenait les prix, j'en ai plus beaucoup. Mais les parents ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ton fou qui est mal habillé comme ça, il prenait les prix. Donc moi, ma mère m'avait acheté un grand cartable. Quand j'ai mis les bouquins dans le cartable, j'amène les bouquins à la maison, et la maman regarde ce que j'ai eu à l'école. Ça ne l'intéressait pas. Quand j'avais compris, elle était analphabète. Alors, certainement une Point dame. final. Ok, d'accord. Point final, alors. Ça, vous allez réserver. On va laisser à M. Romic. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc avec l'écrivain Jean-Bernard Kwambon. Il est donc cancérologue, on vous redit ça, de nationalité congolaise, professeur émérite. Il est titulaire de la chaire de cancérologie médicale de la faculté des sciences et de la santé de l'université Marien Ngouabi du Congo. Et il y a bien sûr une suite. Quand vous achèterez le livre, vous découvrirez. Romy Kokilas, top chrono, 10 minutes. Vous êtes en face du professeur écrivain. Merci bien Alexis, merci chers téléspectateurs. En tout cas, je vais plancher sur ce livre qui ne m'est pas étranger d'ailleurs. Alors, le Covid-19 et moi, et vous, ça veut dire et vous, une belle expérience à partager au Congolais. Le combat des médecins contre le corona à Brazzaville, ce qui n'est pas facile. Alors, préfacé par Djanga Lefoba, le grand frère. Alors, je vois cette complicité. En passant, je le salue. Alors, professeur, un fléau, une maladie qui a posé problème dans notre, qui a bouleversé la société. Et ça fait du bien lorsque c'est un médecin de votre trempe qui est atteint par cette maladie, permettez-moi, je ne le souhaite pas, mais qui peut mieux dire sur cette maladie, partager cette expérience. Alors, pour le bas congolais, permettez-moi, c'est choquant de savoir qu'un médecin peut être atteint. Alors, la première question, professeur, qu'est-ce qui peut faire à ce qu'un professeur averti de cette maladie puisse être atteint et partager cette expérience? Lorsque vous l'avez atteint, quel était votre consentement? La peur ou bien voilà. Oh, je crois qu'il y a eu une observance des mesures barrières. Vous voyez, encore une fois, depuis, je ne suis pas prétentieux, mais je suis le premier lanceur d'alerte du Covid dans ce pays. Oui. Quand le Covid commence, j'ai mon dernier garçon en Belgique m'appelle pour dire papa, fais attention à l'hôpital parce qu'il y a une maladie qui tue beaucoup de personnes, qu'on appelle le Covid-19. On n'en parlait pas. Il se fait que moi j'ai un ami personnel, qui est même un frère, le professeur Bilego, inspecteur de la santé, donc je l'appelle. Je dis Richard, dis-moi, si par l'extraordinaire, on dit qu'il y a le Covid à Brazzaville, que fait-on? Il dit attends, je vais te passer un numéro de téléphone, tu vas appeler quelqu'un, c'est le docteur Kankou. Je l'ai appelé, et le lendemain, les commissions ont commencé à se mettre en place. Voilà comment la lutte a commencé. Puis j'ai observé le Covid ici, un petit peu, après je suis monté en Belgique. Quand je monte en Belgique, je ne peux plus revenir parce qu'on a fermé les frontières. Donc j'ai suivi l'histoire du Covid, qui fera l'objet d'un 4e livre qui va paraître en 2025. Donc j'ai suivi le Covid de bout en bout. Et puis quand on a ouvert les frontières sur une à Brazzaville, on a eu beaucoup de chance parce que tout ce que les ayatollahs de la mondialisation préconisaient pour le Congo, pour l'Afrique, ne s'est pas arrivé. Il y a eu des morts, certes, mais nous ne sommes pas morts nombreux, pas plus que les Occidentaux. Donc j'ai continué à observer le Covid ici. Malheureusement, j'ai fini par l'attraper et ce fut une très très mauvaise période parce que j'ai failli passer de l'autre côté. Voilà. En tout cas, vous le dites dans votre livre, la descente aux enfers. À quel moment vous sentiez que vous descendez aux enfers? On rappelle, vous étiez admis à Léono, je me souviens. Et c'est le professeur Grégoire Lufoba qui nous tient au courant. Voilà, parce que vous avez l'habitude de se côtoyer. Et ça avait bouleversé un peu le monde des intellectuels, le milieu médicinal, de la santé. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience, vous qui êtes médecin? Alors, un après-midi, le professeur Lufoba m'appelle parce qu'il voulait venir me voir. Il savait que j'avais un petit souci. Il dit, bon, je vais passer à la maison. Mais j'allais déjà mal. Je respirais difficilement. Je n'ai pas voulu lui créer de la peine parce qu'il venait de perdre un de ses meilleurs amis, Mfumu. Il dit non, il ne faut pas que je dise que je suis en train de partir, ça va le bouleverser. Donc, j'ai pris un taxi
les jeunes médecins de l'hôpital militaire sont venus me chercher, ils m'ont emmené à Léono. Et le lendemain, les choses se sont compliquées. J'ai été mis sous oxygène. Le surlendemain, je suis rentré dans le coma. Et là, j'ai cru partir. En fait, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort. Le monde est complexe. Hein. Là, on rentre dans le domaine de la mystique. Ah ouais, de la vie. Parce que je me suis retrouvé dans un village extraordinaire où j'ai revu les miens. J'ai revu mon papa qui était devenu carrément un patriarche, un vieillard autour duquel s'agglutinaient les jeunes du village. Mais il n'a pas la force de me chasser du village. Donc j'étais tellement fatigué que j'étais pris du bonheur à y rester, tellement c'était lumineux. Mais c'est sans compter avec ma mère, qui était une Amazone, qui au loin m'a vu, venait vers moi, encadré des militaires, dans mon canal, le monsieur qui m'a élevé. M'a dit, je t'ordonne de quitter les lieux maintenant. Si je ne quitte pas les lieux maintenant, je vais demander qu'on t'exécute maintenant. Il dit, mais je suis fatigué, je peux repartir demain. Il dit, non, maintenant. Voilà comment je quitte les lieux. Et puis, subitement, je me réveille de mon coma. Alors, là, c'est très important, vous êtes un homme de science, et ça s'explique souvent, dans ce sens, le voyage de l'âme, de l'esprit, et vous êtes du domaine. Psychologiquement, est-ce que cette expérience peut vous emmener à croire sur l'éternité ou le voyage de l'esprit, vraiment? C'est une question très difficile, mais je suis enclin à y croire. Parce que ce que j'ai vu là-bas, j'ai revu les miens, tous ceux qui sont morts. C'est pour ça que je n'ai plus peur de la mort. Je dis que c'est un pas qu'on fait de côté. Mais je pense qu'il se passe quelque chose d'autre après la mort. Hein, Mitterrand l'avait su bien dit, hein, c'est une belle expérience à vivre. On rentre dans la mystique. Je crois que je rentre un peu dans la mystique. Et vous ne trouvez pas que vous êtes un peu exceptionnel, choisi comme ça? Je me permets, lorsque je vois votre parcours, les expériences vécues, la dureté de la vie, la réussite professionnelle, l'affrontement du Covid, et vous allez vers un autre monde, vous revenez. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Bon, il se fait que moi, je suis un enfant leader. J'ai toujours été leader. Vous voyez, quand j'étais jeune, j'étais capitaine de l'équipe de football, j'étais chef de classe. Voilà, j'étais toujours un leader. J'ai toujours voulu gagner. Je n'ai jamais voulu céder à la paresse. C'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Je crois que vous connaissez un d'entre eux. Oui, Christopher. Oui, Christopher. Il est un peu comme moi, mais en plus brillant. Ouais. Je crois qu'il est plus brillant que moi. Mais c'est normal, c'est une autre époque. Mais j'ai tout voulu gagner. Je ne peux pas accepter qu'on me confie une mission et que je ne la réussisse pas. C'est même honteux. Vous voyez? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'a demandé de faire quelque chose, j'ai essayé de bien faire la mission. C'est pas encore une fois de la prétention. Je crois que tout ce qui m'a été confié pour faire, je crois que je l'ai réussi. Quand on me laisse faire, naturellement. Est-ce que c'est cette expérience qui vous a rapproché du professeur Didier Raoult? Et avec lui, quels sont les... Non, Didier Raoult, c'est quand je suis en Belgique, en plein confinement, là, et quand on ouvre les barrières, j'avais suivi son itinéraire. J'avais suivi les débats auxquels il participait. Et très tôt, j'avais compris que ce monsieur disait la vérité. Parce qu'il était en face des remontants des big data, des big pharma, donc des gens qui veulent faire veulent faire la promotion des nouvelles molécules qui coûtent cher. Voilà. Or, on lui avait dit qu'on pouvait soigner la maladie avec des anciennes molécules. Voilà. Et au finish, il a eu raison. Donc, quand on a ouvert les barrières, j'ai dit, bon, je vais aller chez lui. Je suis allé à Marseille, à l'IHU. Mais quand vous arrivez à l'IHU, Didier Raoult, c'est une grande icône. Hein. C'est un chef d'État, c'est pas n'importe qui. Donc il m'a fait l'amitié de me recevoir. On a échangé pendant 1 heure dans son bureau. Il m'a dit, vous voyez, le président Macron est assis là. Là où vous êtes assis. Macron. Macron. Ouais. Et pendant qu'on nous dit ça, il y a un ministre de la République qui l'appelle pour qu'il lui envoie son traitement alors que le traitement était combattu en France. Wow. Il a mis le code, il me dit, il faut que vous écoutiez ça. Je lui dis, mais ça c'est quelle hypocrisie ça. Franchement. Voilà comment nous sommes devenus amis. D'ailleurs, c'est lui qui va faire la préface de mon 4e livre. Ah. Plus qu'une minute au micro. Alors, pour chuter, l'expérience vécue peut vous emmener à apprécier, permettez-moi, ça sera difficile pour vous, est-ce que vous avez apprécié le niveau du traitement qui a été administré au Congolais? Est-ce que c'était bon ou c'était négatif? Mais le traitement que j'ai appris, c'est le traitement du Didier Raoult ici. Hein. Ah bon? Bien sûr.
Si j'ai le Covid aujourd'hui, je reprendrai la même chose. Un peu d'azithromycine avec un peu de chloroquine, voilà. Voilà, moi, ça me convient très bien. Mais non, ce monsieur, vous allez assister à l'un des plus gros scandales du XXIe siècle. Ça ne fait que commencer. Hein. Vous voyez, Fauci aujourd'hui est dans la mayonnaise aux États-Unis. Parce qu'on a fait la promotion des discours. Et ça ne se dit pas. Voilà. C'est même scandaleux. Scandaleux. Vous voyez, tous ceux qui ont été en porte-à-faux avec eux ont été traités de complotistes. Voilà. Heureusement que les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Bon, c'est un secret pour personne. Hein. Moi, je suis un friand des réseaux sociaux parce que je considère que c'est le meilleur vecteur de l'information aujourd'hui. Voilà. Très bien. Il faut rappeler que cette question du coronavirus a poussé certains lobbies vers des grands tribunaux. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a eu du faux dedans, il faut le dire. Énormément. Alors, Le Carabin, l'oncologue, le premier livre, le parcours d'un enfant de Poto-Poto, le deuxième, le Covid-19 et moi, le troisième, nous avions comme ça là, fait un peu le tour d'horizon des livres de l'écrivain. Maintenant, la Romique, c'est comme une compétition. Nous avons 10 minutes en format regard croisé. Donc, tous les trois, n'attendez pas que je vous donne, n'attendons pas qu'on nous donne la parole, mais je profite déjà de glisser quelque chose. Professeur, vous dites, vous étiez avec certainement, je crois, Arnett, vous dites, on m'envoie à Gombouma en vacances pour apprendre à parler le Gangoulou. Quelle est l'importance finalement de ce geste-là? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que c'est important aujourd'hui avec le recul? Oui, c'était très bien. Malheureusement, je n'ai pas eu l'intelligence et la capacité d'apprendre le Gangoulou à mes enfants. Ah, c'est ça la question qui devait suivre. Les enfants, ils sont nés en Belgique, donc c'était très difficile. Mon épouse est de Lumbashi. Bon. Donc, parler Gangoulou, parler Swahili, c'est compliqué. Donc, on est resté sur le français. Maintenant qu'ils sont ici à Brazzaville, vous savez que Christopher a renversé sa société sur la vision, il est en train d'apprendre à parler le lingala. Bon, donc c'est déjà bien. Très bien, Arnett. J'ai une question sur la Covid et une question ici. Alors, le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Lorsque je lis ce livre, on découvre la générosité dans le quartier de Poto-Poto. Les gens sont généreux, les gens n'hésitent pas à venir en aide. Vous allez même à certains moments manger chez les voisins, vos amis, etc. Et même quand vous arrivez à Gamboma, il y a encore cette générosité, cette fraternité, vraiment cet amour. Est-ce qu'aujourd'hui, à Poto-Poto ou encore à Gamboma, est-ce qu'on retrouvera encore ces mêmes chaleurs, cette complicité, la main tendue, cette façon de vivre là? Oh, ça m'étonnerait. Parce que Poto-Poto de l'époque n'est pas le Poto-Poto d'aujourd'hui. Moi, j'ai mangé dans toutes les maisons de Poto-Poto. Quand j'arrivais, je trouvais les gens en train de manger, on me donnait à manger. C'est Poto-Poto en fait. C'est Poto-Poto. À Poto-Poto, on ne discrimine pas. À Poto-Poto, on ne sait pas d'où vous venez. Moi, j'ai eu des grands frères comme Rolus Mavele. Je ne savais même pas d'où il venait. J'ai un grand frère qui s'appelle Kimeme Hakim, le grand footballeur, vieux d'Aranka, Yamba le Soc à danger. Je ne savais pas d'où il venait. Il y a eu les Claramoules, j'ai eu les Moulés, le roi de la Sable, tout ça. C'était un peu Poto-Poto. Donc on ne savait pas qui était qui. Mais c'était une belle ambiance. Poto, c'est une grande école, c'est une philosophie, c'est une idéologie, c'est une culture Poto-Poto. Moi je plains les gens qui n'ont pas connu Poto-Poto. Bon, enfin, on ne peut pas être à Poto-Poto. Non, vous n'allez tout de même pas dire que c'est le meilleur quartier de Brazzaville. Ah, mais pour moi, c'est le meilleur quartier de Brazzaville. Si, il l'a dit au début. Après, les autres protestent énergiquement. Oui, attendez. Les Mongalais, les Talanga et tout ça là. Babanker qui a pas voté à Potal. Voilà. J'ai une question sur la Covid. La Covid. Au moment de la Covid, nous avons vu des gens, même moi je me rappelle mon père qui prenait les tisanes, on mélange le citron, on mélange tout ce qui est de nœuds ici. Pendant cette période de Covid, c'est à croire que les Congolais sont comme en quelque sorte revenus à la médecine qui est la nôtre. Vous, en tant que médecin, cette question, je la pose. Merci. Je pose cette question au docteur finalement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons ici, nos plantes, est-ce que, admettons que la Covid faisait un deuxième retour, est-ce qu'on peut se soigner avec nos plantes? Mais la médecine, moi je préfère dire le Covid-19. La COVID-19. Comme nous ici. Mais c'est devenu une bête grippe comme toute grippe. Ah. Oui, vous faites une grippe, on ne sait pas si c'est le Covid, mais vous soyez comme pour n'importe quelle grippe. Hein. Voilà, un peu de vitamine C, un peu de paracétamol, et puis voilà, et ça passe. Un peu de boisson chaude avec un peu de citron. Non, du lait et tout ça. C'est devenu une affaire banale. Le seul problème, c'est que quand il y a eu le Covid dans ce pays, on s'est affolé, bêtement, et nous avons
accroché notre discours à la doxa européenne. Exact. Voilà. Et ils ont mis en place un comité d'experts alors qu'il n'y a pas d'experts. Comment voulez-vous avoir une expertise dans une maladie alors que vous ne l'avez jamais vécu? Donc ce sont des sachants. Donc c'est un comité scientifique. Mais ne dites pas comité d'experts. Vous savez, quand les choses sont mal nommées, les choses sont mal faites. Voilà, absolument. Hein? Il a fallu l'arrivée de M. Mokoki, notre ministre actuel, pour rattraper les choses et redresser la barre. Parce que ça part dans tous les sens. Hein. Et pourtant, le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens. Donc on aurait pu gérer les choses autrement. Voilà. Romy Kokilas. Voilà, je commencerai par la question du Covid, ce qui nous intéresse, parce que au sortir de toute cette campagne, personne n'en parle. Voilà, personne n'en parle, ce qui a surpris les journalistes et tout le monde. Mais on n'avait jamais dit aux Congolais comment le Congolais a fait pour sortir de ce combat. Comment nous avons guéri le Covid. Ça, je me permets peut-être de vous titiller. Alors, nous avons vu cette campagne qui a alerté l'opinion. Nous avons accompagné, nous, la presse, ainsi de suite. Et ça a créé des phobies, ça a créé des peurs, la manière de communiquer, ainsi de suite. Et nous avons vu travailler dans le sens de Didier Raoult, je me souviens. Et ça crée des problèmes sur la toile. Aujourd'hui, on peut faire le bilan. Alors, pourquoi on ne parle pas, on ne fait pas le bilan chez nous, permettez-moi, et pourquoi? Alors qu'aux États-Unis, il y a des interpellations au niveau des grands procès. Nous le suivons, mais ici, on n'en parle pas. Pourtant, la volonté politique a amené les Congolais à subir certains traitements. Selon vos hommes de science, pourquoi on n'en parle pas? Mais c'est vous qui devez nous amener à en parler. Voilà. C'est le journaliste qui doit nous titiller pour en parler. Moi, je suis mal placé pour parler de ça. Mais si vous m'invitez sur votre plateau pour qu'on parle du Covid, je vous donnerai mon opinion à moi. Mais qui n'est pas forcément la même opinion que celle des autres. Vous voyez, et moi, j'ai un côté cash quand je parle, on parle, on m'en dérange. Vous trouvez l'actualité dans ce pays, il se passe des choses pas bien dans ce pays. Enfin, ça ne me regarde pas. L'actualité aujourd'hui, c'est l'affaire Makita. Et ça vous concerne, vous, les hommes de science, vous qui êtes de la santé? Non, Makita, c'est un activiste. Et là, le mal vient de vous, hein, professeur? Non. De quelle lecture faites-vous rapidement de ça? J'avais 10 minutes. Ah, oui. Bon, je crois que je suis en activité au CHU, je suis directeur des affaires médicales du CHU. Je préfère ne pas aborder cette question-là. Bon, Makita a fait du bruit, c'est un grand activiste, vous l'avez reçu ici. Grâce à lui, il y a eu des interpellations, même si je suis peiné parce que les gens qui ont été interpellés de Dolisie, ce sont mes amis. J'espère que on va tout faire pour qu'ils soient en liberté provisoire, parce qu'ils vont quand même fouiller. Hein? Il y a quand même pire dans ce pays, non? Voilà. Maintenant, si vous voulez être juste, mais poussez ces enquêtes-là partout. Oui, juste une remarque en passant avant que je chute avec mes questions. Oui, mais Makita a fait appel à mon émission Marie Le Bazar. Et il a dit, c'est pas étranger. Nous suivons la gestion du CHU depuis toujours. Vous êtes une grande personnalité au niveau du CHU. Et Makita a révélé cela, qu'il était question, si l'État s'intéresse à cette gestion financière, mais c'est pire au CHU. Ça se suit de tout le monde. Depuis toujours. D'abord, il faut dire que c'est le CHU qui donne souvent la cadence. C'est devenu le CHU. Voilà. Ça, c'est une accusation gratuite. Hein. Gratuite, mais nous pouvons le démontrer. Nous pouvons en tout cas le démontrer. En tout cas. Depuis le cheminement, depuis les Canadiens, ainsi de suite, Madame Ombiero, tout. C'est pas étonnant. Mais depuis là, il n'y a pas eu de vrais audits. Mais aujourd'hui, la presse a lancé ses caméras et ses enquêtes. Nous sommes dans la collecte. En tout cas, M. Kouambo, attendez-vous à une bombe. Ça, on vous le dit déjà, parce qu'il va de la santé des Congolais, il va des fonds congolais. Et il faut dire que le président veut décréter la lutte contre la corruption dans ce pays et nous accompagne. Ça, c'est juste un titre d'information. 2 minutes remis. Je vous en prie, allez, pour terminer, au sortir de tout ce balayage, je constate une chose. En tout cas, vos ouvrages sont à caractère autobiographique. Généralement, on vous parle de vous à travers tel personnage. Alors, M. Kouambo, est-ce une révolte? Parce que Indoubil parlait de vous, mais un enfant très bien présenté avec tous ses défauts possibles. Félicitations pour cela. Parce que ici, on galvaude parfois la pensée. Ici, dans ce pays, il y a des gens qui écrivent sans pourtant écrire. Alors, ici, c'est le Covid. Vous êtes médecin, vous révélez certaines faiblesses. De l'autre côté là-bas, autant. Alors, c'est autobiographique. Est-ce une révolte? On peut dire que vous êtes révolté vis-à-vis de votre société. Oui, il y a un peu de la révolte en moi. Vous voyez, ce livre-là, le parcours de l'enfant de Poto, en fait, on doit le lire dans toutes les écoles de la République. Absolument. Normalement. Ça va permettre à beaucoup d'enfants
C'est une thérapie. Pour les enfants, c'est pour les enfants décrochage scolaire. Voilà. Nombreux peuvent se reconnaître en moi, dans ce livre-là, et rebondir. Pour dire que rien n'est perdu, même quand on est en très grande difficulté. Voilà. C'est un hymne à l'abnégation, un hymne à l'effort, ce livre-là. Ben, c'est à vous de faire la promotion pour que le ministère de la Jeunesse me l'achète pour donner aux bébés noirs, que le ministère de l'éducation, qui est géré par le ministre Moutou, je crois, qu'il mette ça dans les écoles. C'est peut-être l'occasion de demander aux députés de Poto-Poto, pourquoi pas eux. Mon neveu Bokilo, avec Ferréol, un frère et ami, il met ça dans les écoles de Poto-Poto. Il peut commencer par ça. Et puis, on va commencer à étudier l'auteur. Ça peut même faire l'objet d'une pièce de théâtre. Absolument. Voilà. Et ça peut aider beaucoup d'enfants. Surtout. Très bien. Alors, Romik, merci. Ce sont les 5 dernières minutes. On va se les discuter. D'accord. Je vais faire une lecture. D'accord, c'est par là que je vais terminer. Je suis dans le livre Le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Je suis à la page 213. Feignant-Bar était aussi le lieu de la débauche. Les jeunes filles se livraient aux Parisiens et aux musiciens. Les démunis comme nous n'avions aucune chance d'être abordés par la gente féminine. La drague était loin d'être une de mes préoccupations. Je regardais tout ce folklore avec amusement. Alors j'aimerais, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la jeune femme, à la jeune fille qui nous regarde? Parce que ce sont des phénomènes qui existent encore aujourd'hui. Nous voyons les jeunes filles ne pas aimer à l'école, mais plutôt se donner à ces personnes qui reviennent de l'étranger avec les saucissons secs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui nous regardent et qui refusent d'aller à l'école et qui se livrent à ce genre de Mais c'est dommage. Moi, je suis un père de famille, j'ai des filles. Mais il faut les pousser à aller vers les études. Pour qu'elles s'émancipent, il faut qu'elles étudient. Quel est leur intérêt à elles de rester sans éducation, sans formation et attendre les sous d'un homme? Les hommes, ça va, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Non, je crois qu'il faut pousser les filles à étudier. Romik, une dernière minute? Une dernière minute, en tout cas, je serai dans le dedans. Indoubil, Zamasolo, comme tu le dis, parlant ce langage, ça c'est Poto-Poto. Alors, pour vous, dans Indoubil également, est-ce qu'on peut dire que aux Alkerk? Non, quelques alliés Yuma. Voilà. Les alliés Mbendre, les alliés Ngotobobo, les alliés Swapante. Voilà. Les alliés Motimbiri. Voilà. Oui, non? Les alliés Motimbiri. Oh, Indoubil, les alliés Motamona Claire. Voilà. Un leader. Voilà. Un Motanko. Voilà. Un Kassefa. C'est ça l'Indoubil. L'Indoubil ne recule devant rien. L'Indoubil doit gagner. En tout cas. Hein? Il ne refuse pas d'affronter l'adversité. C'est ça l'Indoubil. Il doit aller à la quête et gagner. C'est ça l'Indoubil. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci Arnett, merci Romik Kokilas. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ces livres-là se ressemblent comme 3 gouttes d'eau quant au contenu parce que c'est le parcours d'un seul homme, comme Romik a su le dire. C'est autobiographique et nous aimons bien ça parce que ça nous fait une peinture des choses que nous vivons nous-mêmes déjà. Et donc, les livres, on peut les avoir où, professeur? Combien ça coûte déjà? Ceux qui nous avons ici, vous avez dit 5 000 pour le carabin, l'oncologue. 20 000 pour le parcours d'enfant de votre auto, voilà, et puis 15 000 pour le Covid. 25 000 pour le carabin, 20 000 pour le parcours d'un enfant de Poto-Poto et 15 000 pour le Covid-19. Appelez-nous à ce numéro-là si vous voulez vous en procurer. En tout cas, nous avons quelques exemples là à vous, pour vous. Alors, cela dit, l'avant-dernière minute, c'est pour que nous lisions ce que la 4 de cours vous dit ici pour résumer tout ça à propos de l'écrivain. Ce livre, et c'est valable pour les 2 autres, est un hymne à la persévérance et à l'effort. Il exhorte à poursuivre un objectif dans la vie, à ne pas se laisser abattre par les obstacles de parcours et à ne pas y renoncer malgré les difficultés. Comme nous entendons tous les jours et selon la pensée du jour, la vie est un combat, vouloir ses pouvoirs et à cœur vaillant, rien n'est possible. Professeur, 30 secondes pour conclure. Alors, je voudrais vous remercier pour tous ces mots magnifiques que vous avez prononcés à mon endroit. Je voudrais vous annoncer qu'au mois de janvier 2025, l'histoire du Covid vue par un médecin congolais sera publiée. Ce livre sera préfacé par Didier Raoul. Et la même année, je suis en train de préparer un livre
avec mes collaborateurs. Nous avons parlé du cancérologue face à la maladie. Ah, ok. Voilà. Donc là, j'ai comme un essai, puisque là, tous ces livres-là sont livres autobiographiques. Et puis bon, quand j'aurai totalement fini, peut-être que je reviendrai sur mon passage au CHU. Hein, raconter un peu serait vraiment comment j'ai vu le CHU et de l'extérieur et de l'intérieur. Je crois que c'est pour 2026, parce que là, j'aurai fini avec le CHU. Tant que je suis en activité, je peux l'écrire. Très bien. Et là, nous aurons l'occasion, certainement nous espérons ça, que nous soyons encore, nous retrouvions tous les trois avec le professeur, pourquoi pas pour nous pencher sur le CHU qui, les Congolais le savent, est devenu depuis très longtemps le CHU. Et on a peur d'y aller parce qu'on peut en ressortir les pieds devant et nous ne voulons pas ça. Alors, c'était donc avec plaisir ce tour d'horizon, plein feu sur le professeur écrivain Jean-Bernard Kwambon dans les livres Le Carabin, l'oncologue, le parcours d'un enfant de Poto-Poto, puis le Covid-19 et moi. Nous avions cette pensée du jour, hein, quand vous a résumé ici, la vie est un combat, vouloir c'est pouvoir et à cœur vaillant, rien d'impossible. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.